Bien, je pense que c'est la dernière keynote de l'après-midi, de la journée. Merci aux courageux qui restent jusqu'au bout. Vous avez déjà entendu parler un petit peu de blockchain, au moins dans la dernière table ronde. Je vous dirai après ce qu'est la blockchain. Dans un premier temps, j'aime bien introduire par ça. Je pense que si vous devez retenir quelque chose, je pense que c'est ça. Je pense que la blockchain sera un élément, je pense, fondamental pour faire de l'aliment un créateur de liens. Il y a besoin de recréer du lien entre le producteur et le consommateur. Au fil du temps, au cours du XXe siècle, les liens se sont détendus. Pourquoi? Parce il y a 100 ans, 120 ans, quand l'agriculture est devenue quelque chose de différent de ce qu'elle était avant, quand on a commencé à sortir de l'autarcie, il restait quand même 60-70% de gens qui étaient liés directement à la terre. On est arrivé maintenant à avoir moins de 2% d'agriculteurs et ne plus avoir du tout de rapport entre les producteurs et les consommateurs. Quand moi j'avais 20 ans, j'en ai 60, on avait tous des cousins dont les parents, des oncles, des grands-oncles qui étaient venus à Paris, qui étaient montés à la ville, mais qui venaient à la ferme chez nous. Donc il y avait un lien qui existait. Ce lien n'existe plus. Je pense personnellement que c'est une des raisons essentielles pour laquelle beaucoup de gens se posent des questions sur leur alimentation, parce qu'ils ont perdu ce lien. Alors que je vous invite à lire, il date un petit peu, il y a 2 mois, un article qu'a fait Michel Serres, le philosophe, sur l'Express. Jamais l'alimentation n'a été aussi sûre que maintenant. Comme jamais la planète n'a été aussi sûre globalement d'ailleurs. On se plaint qu'il y a soi-disant des conflits, mais il y en a toujours de trop, vous me direz. Mais c'est rien vis-à-vis de ce qu'il pouvait y avoir il y a 60 ans, 80 ans. On est une génération, moi y compris, on n'a jamais connu de guerre, tant mieux, mais il faut relativiser un certain nombre de choses. Alors pour venir dans du concret, les nouveaux défis pour demain par rapport à ça, c'est recréer de la confiance, remettre encore plus de transparence qu'il y en a. Et le troisième, j'aime bien tout ce qui va par 3, avoir de l'efficience dans ce qu'on fait, que les choses aient du sens. Pourquoi? On a 3 grands enjeux pour les années qui sont devant nous, pour le 21e siècle. Le premier, c'est la population. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure dans un des pitchs, 10 milliards d'habitants en 2050. Je vous dirai tout à l'heure comment je vois les choses. L'énergie, qui va être un problème essentiel à gérer, et le climat, évidemment, qui est lié à tout ça. Quand on dit qu'il y a 10 milliards d'habitants, actuellement on est 7,5. Il y a une chose qu'on ne dit jamais ou qu'on n'entend pas assez souvent, c'est que ce cercle que vous voyez là, il y a plus de monde à l'intérieur de ce cercle, dans les 7,5 milliards d'habitants sur la planète, que dans tout le reste de la planète. Et dans ce cercle, il n'y a pas beaucoup de terres cultivables. Donc il va falloir trouver d'autres solutions. L'agriculture urbaine qu'on vient de parler en sera une. Il y en a d'autres. Je pense que dire qu'il faut qu'on produise moins chez nous, c'est simplement assassin. On n'a pas le droit de le faire. On n'a pas vocation à nourrir tout le monde, mais on a vocation quand même à tirer la quintessence de la terre qui sont riches chez nous, pour pouvoir envoyer des produits dans des endroits où il y en a moins. Et quand je dis en envoyer, on a la capacité en France, en Europe, à faire des produits d'excellence de qualité. Il y a dans ces zones-là, dans ce cercle-là, il y a un niveau de vie qui monte considérablement. Il y a des gens qui sont en capacité d'acheter des produits de bonne valeur. Il faut qu'on se mette en situation de leur vendre. Je vous dis tout ça parce que ça va être lié à la blockchain demain, parce qu'il va falloir aussi tracer pour aller chez eux. 2050, les choses sont pires. Il y a toujours la moitié de l'humanité là-bas, ils sont 5 milliards d'eux. La grosse différence, c'est l'Afrique, qui passe d'1 milliard actuellement à 2,5 milliards. Pour se nourrir actuellement, ces régions-là vont s'accaparer des terres sur l'Afrique. C'est ce qui peut devenir un des grands drames de demain. Notez-le, je reviendrai sur quelque chose à la fin qui est lié à cet élément-là. L'énergie est le deuxième gros enjeu. En passant rapidement, en 70, on était 3,7 milliards, on consommait chacun 1,3 tonne d'équivalent pétrole. En 2000, on était monté à 6,6 milliards, on consommait déjà 1,5 tonne. En 2030, on sera 8,3 milliards.
on consommera près de 2 tonnes, on va dans le mur. Le mur, il est là. Pas besoin de faire beaucoup de dessins. On peut dire qu'il y a beaucoup de problématiques avec l'environnement. Il y en a un qui dépasse tous les autres, c'est celui-là. Et là, la seule et unique façon de le résoudre, c'est les énergies renouvelables. Il se passe quelque chose ce soir qui est dramatique. Ce qui se passe ce soir, c'est les États-Unis qui vont revenir sur leur décision de ratifier l'accord de Paris. C'est simplement dramatique et c'est malhabile. Pour sauver 50 000 emplois dans le charbon, alors qu'ils sont en capacité d'en créer 500 000 avec les énergies renouvelables. Vous allez me dire, c'est peut-être un petit peu politique, mais je voulais le dire quand même. Alors, l'agriculture, c'est quoi là-dedans? C'est une solution ou c'est un problème? Je suis paysan depuis 40 ans, pour moi, ce n'est pas un problème. Le challenge, il est où? C'est de créer demain une agriculture et une alimentation responsable grâce aux nouvelles technologies. La blockchain en fait partie, mais la blockchain tout seul, si elle n'est pas liée au reste, n'aura pas un intérêt majeur. C'est là-dessus qu'on va venir. Il y a des spécificités à l'agriculture. L'agriculture, c'est un puzzle de micro-entreprises et elle a vocation à le rester. Même si les exploitations grandissent considérablement, comparé à d'autres industries, ça restera toujours des micro-entreprises. Même une exploitation de 500 hectares en France a 2, 3, 4 personnes pour s'en occuper. On ne peut pas comparer ça à un grand groupe. Donc ça restera toujours un puzzle de micro-entreprises. C'est pour ça que l'agriculture a depuis au moins 60 ans, 70 ans, une tradition de travail en réseau. Maintenant, le challenge qui s'ouvre devant nous, c'est là que le blockchain, je pense, va nous aider, c'est d'ouvrir ces réseaux des producteurs jusqu'aux consommateurs. Vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il n'y avait plus ce lien. Il faut qu'on recrée ce lien. Beaucoup parmi vous, je pense qu'il y a plus de non-agriculteurs que d'agriculteurs à l'heure qu'il est dans la salle. Vous avez envie de faire quelque chose, sans ça vous ne seriez pas là. Vous avez une idée sur notre métier. Moi, je trouve ça normal. Je trouve ça normal parce que c'est, après tout, nous qui produisons ce que vous mettez dans votre assiette, ce qui est le besoin essentiel à la vie. Donc, ce n'est pas déconnant que vous ayez un avis là-dessus. Par contre, je n'ai pas envie que vous vous veniez me dire comment faire. J'ai envie que vous veniez faire avec moi. Je pense que c'est un des éléments qu'il faut qu'on retienne. Alors, on y arrive. Internet a dématérialisé la transparence. Ça paraît naturel maintenant, mais il n'y a pas 10 ans que ça existe quand même, cette affaire. Le premier smartphone qu'on a tous dans les mains a été créé en 2007, il y a 10 ans. Donc c'est hier. La blockchain a été inventée juste derrière. C'est après la crise des subprimes que Satoshi Nakamoto a cette idée de créer une monnaie virtuelle, considérant que les monnaies liées à un État étaient extrêmement dangereuses. C'est toujours le cas d'ailleurs, parce que c'est toujours ce qui domine. Et en créant le Bitcoin, ils mettent derrière une technologie, qui est la technologie de la blockchain. Et on se rend compte très vite après, dans les 2-3 ans qui suivent, qu'il y a beaucoup d'applications possibles avec cette blockchain. Alors la blockchain, qu'est-ce que c'est? Actuellement, quand on veut faire des transactions, pour les valider, on a besoin de tiers de confiance. On a besoin d'un notaire pour valider un transfert de propriété. On a besoin d'un banquier pour déposer notre argent. On a besoin d'un greffe de tribunal pour déposer un certain nombre de choses. Demain, avec la blockchain, on n'a plus besoin de tout ça. Alors, comment ça fonctionne? Alors, le schéma est compliqué, mais la blockchain est compliquée. Vous voyez jusqu'au bout là-bas... Jusqu'au bout là-bas, vous avez ce tube transparent avec plein de palets dedans. Ça, c'est la blockchain vaisselle. C'est quoi la blockchain vaisselle? Imaginez une famille, il y a 4 enfants. Ils ont en bas chacun leur jeton, là, que vous voyez ici, là. Et puis, comme dans toutes les familles qui se respectent, chacun à son tour, parce qu'il n'y a pas assez d'argent pour acheter un lave-vaisselle, il faut faire la vaisselle. Mais il y en a qui fraudent dans le lot parce que il y a forcément une excuse, on l'a forcément fait la veille, même, puis peut-être que l'autre ne va plus s'en rappeler. Et le papa ou la maman ou les deux ensemble décident qu'on va mettre en place un système pour faire en sorte que vous gériez vous-même le tour pour faire la vaisselle.
Alors, ils leur mettent le tube là-bas en place. Et en haut du tube, ils mettent 4 cadenas. Un cadenas par enfant. Une couleur de jeton par enfant. Et puis, ils se disent, pour qu'il fasse sa vaisselle, au moment où il a fait, il va mettre son jeton dedans. Mais pour le mettre dedans, il faut enlever les cadenas. Et si on en enlève qu'un, ça ne passera pas. Si on enlève 2, ça ne passera pas. Il faudra en enlever 3. Parce qu'à 2, il peut corrompre un de ses petits frères ou petites sœurs, ça peut marcher. 3, c'est déjà plus compliqué. Et si on enlève 3 cadenas, parce qu'il y en a peut-être un qui n'est pas là ce jour-là, on peut mettre le jeton, c'est validé. La blockchain, c'est ça à puissance 1000, 1 million. C'est-à-dire que ce qu'on peut mettre en place dans une famille comme ça, on peut le mettre à l'échelle de l'humanité. Et tout valider comme ça par des milliers d'ordinateurs, des choses qu'on va poser comme ça. On va poser quelque chose sur la blockchain, et pour que ça soit validé, il faut que ça passe dans des milliers d'ordinateurs. Ça crée un bloc qui s'empile sur les autres blocs, d'où le terme blockchain. Et ces blocs sont indestructibles, incorruptibles. Pourquoi? Parce qu'ils sont cryptés. C'est pour ça qu'ils sont indestructibles. Ils sont incorruptibles parce qu'il faut des milliers d'ordinateurs pour le valider. Et pour arriver à le corrompre, il faudrait corrompre 50% plus un ordinateur. Autant dire que c'est impossible. Alors, c'est naissant. La technologie, elle est toute neuve. Mais on voit déjà tout un potentiel. Stefano vous a dit tout à l'heure l'espoir qu'on peut avoir dans ce qui peut se faire avec ça. C'est des use cases qui sont en train de développer. Je dirais presque à certains égards qu'on est en train de développer ensemble. Il y a un intérêt là-dessus, mais il y a plein d'endroits où il y a des intérêts. Imaginez un artiste qui demain veut valider son œuvre qu'il a créée et que c'est bien lui qui l'a fait. Il va la déposer sur une blockchain. De la même façon. Alors revenons à l'agriculture. C'est le besoin qui doit nous guider. Et ce n'est pas la blockchain qui va créer le besoin, c'est le besoin. Et le besoin, vous l'avez vu tout l'après-midi, toute la journée. Tout à l'heure, dans la table ronde sur l'alimentation, il a été question de sécuriser les choses. Pourquoi je pense que les gens veulent du circuit court d'abord pour sécuriser. Si on voit le voisin, c'est vrai que c'est la solution la plus simple. Là, on n'aura pas besoin de blockchain. Mais je vous ai dit, il y a toute une partie de l'humanité qui est à l'autre bout du monde, qui n'a pas les moyens forcément de se nourrir. Ils ont aussi le droit de connaître d'où vient leur alimentation. Et là, ces technologies vont énormément nous servir. C'est pour ça que c'est le besoin qui va nous emmener à utiliser la blockchain. Alors, c'est ce qui va nous permettre de faire germer cette nouvelle agriculture qui sera plurielle. Je pense encore beaucoup plus plurielle qu'elle peut l'être actuellement et qui sera au service de réseaux collaboratifs maillés entre producteurs et consommateurs. Ça peut paraître très utopique. Mais après tout, c'est l'utopie qui fait avancer les choses. J'espère être encore vivant, j'espère être là encore pour quelques années, même pas mal, mais je suis conscient d'un autre côté qu'il faudra des années pour le mettre en place. Et dans mes conférences, je dis souvent qu'il faut avoir à la fois l'ambition et l'humilité des bâtisseurs de cathédrales. C'est quoi l'ambition et l'humilité des bâtisseurs de cathédrales? C'est de vouloir faire quelque chose de grand, mais d'avoir conscience que si on pose la première pierre, on ne mettra peut-être pas le coq sur l'autre du clocher. Donc l'ambition de la blockchain, elle est là. Alors, les services les endroits où ça va nous aider, c'est là-dessus. On est dans un univers économique totalement instable. Le prix des matières premières agricoles est énormément fluctuant. Je pense qu'avec ces technologies-là, on va pouvoir, à certains moments, moraliser une part de marché. Il faudra beaucoup de temps, mais je pense qu'on pourra y arriver. Non, si je ne vais pas à la bonne main, ça ne va pas le faire. L'agriculture, demain, elle va passer d'une utilisation intensive d'intrants à une utilisation intensive de connaissances. Si on veut les utiliser, il faudra qu'elles soient mises sous forme de data. Pour utiliser le data, il faudra demain qu'on puisse le faire travailler dans les machine learning et dans des milliers d'ordinateurs. On aura besoin là de valider les échanges, de valider les consentements des uns aux autres. On en aura besoin à cet endroit-là. Et surtout, on en aura besoin là pour recréer du lien avec le consommateur.
Je vous l'ai déjà dit, la blockchain fera de l'aliment un créateur de liens. Alors dans la traçabilité des produits, d'abord, je pense que c'est ce qui vous intéresse beaucoup. Entre le producteur et le consommateur, il y a de toute façon plein de monde. Même si on est circuit court, il y a souvent un camion, il y a souvent un frigo, il y a déjà du monde. C'est très rare qu'on l'aura directement. Et on a besoin de valider, notamment la chaîne de froid, notamment la chaîne de transport. Actuellement, on y va sur une confiance qui n'y est pas toujours. C'est ce qui fait qu'à certains moments, il peut y avoir des scandales comme on en a vu. Si on dépose tout, et c'est hyper facile, et c'est là l'ambition de Stéphano et de Maxine, de pouvoir créer, de chaîner toute la supply chain. Alors, tout le monde n'aura pas forcément accès à tout, mais tout le monde n'est pas non plus forcément intéressé par tout. Savoir que l'aliment est passé de tel endroit à tel endroit dans tel camion, ça ne va pas forcément intéresser le consommateur. Par contre, ça peut intéresser des personnes dans la chaîne alimentaire. Donc tout ça, on va pouvoir le déposer sur blockchain. On va pouvoir le déposer aussi. Vous voyez des codes barres qui peut y avoir sur les aliments, c'est pas très hygiénique, mais il peut y avoir des puces RFID à certains moments. C'est le lien fort, j'y reviendrai un peu tout à l'heure, entre l'IoT et la blockchain. Parce que la blockchain est incorruptible. Mais comparez-la à une autoroute qui serait hyper sécurisée avec des voitures Google ou autres qui soient automatiques. Si c'est hyper sécurisé dessus, il peut y avoir un problème à l'entrée et à la sortie. Si on lie avec l'intelligence artificielle, avec l'IoT, on limite au maximum le risque de corruption. Deuxième chose qui va dans la continuité de la traçabilité, c'est la certification. On a de plus en plus des cahiers des charges, volontaires ou involontaires, mais pour ceux que j'ai présentés là qui sont volontaires, on peut, ces cahiers des charges, les valider sous blockchain et certifier au consommateur jusqu'au bout ce qu'il y a dans le cahier des charges. Il va pouvoir y accéder, ce qu'il ne peut pas faire actuellement. Donc ça sera possible. Par exemple, imaginez un produit composé, dit bio, mais où il y a 5, 6, 7 ingrédients dedans, venant de 5 ou 6 ou 7 producteurs différents. Des plats cuisinés bio, ça existe. On est sûr de 3, de 4, on espère des 6, s'il y en a 6. Avec ça, on sera sûr des 6. Parce qu'on aura connaissance des 6 cahiers des charges et des 6 agriculteurs qu'il y a derrière. Donc la différence, elle est fondamentale. On va pouvoir mettre de la transparence dans les transactions. Et nous, ça, paysans, ça nous intéresse beaucoup. On a un besoin fort de contractualiser nos produits entre nous et vous, entre nous et les consommateurs, de façon à s'assurer que ce qu'on a vendu sous ces marques, j'ai mis volontairement des marques qui vont être nouvelles, qui sont celles-là, c'est qui le patron, c'est fait par des consommateurs, l'autre est plutôt fait par des producteurs, pour s'assurer un lien direct entre le producteur et le consommateur. Et là, tous ces contrats chaînés, on va pouvoir les chaîner via la blockchain. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'interaction des données qui sera génératrice de valeur. L'IoT et la blockchain, c'est ce qui fera le lien maximum, mais pas uniquement dans le lien au consommateur, également pour la production. Je vous ai mis 3 mots là-bas: assurance, assolement en commun, prévente. Qu'est-ce que je veux dire derrière ça? Depuis longtemps, depuis toujours, les agriculteurs échangent des terres pour pouvoir plus facilement faire des assolements, pour pouvoir regrouper des parcelles, des choses comme ça. Si on veut le valider par un notaire, ça coûte extrêmement cher. On pourra demain valider ce qu'on a fait là-dessus, le certifier, et il y a un intérêt par rapport à la certification des parcelles, par rapport à certains cahiers des charges, de pouvoir le faire. On pourra certifier les échanges de parcelles via de la blockchain. On pourra certifier via un certain nombre d'outils mis en place dans les parcelles chez les animaux, on pourra lier ça à des systèmes assurantiels et mettre des assurances mutuelles sous blockchain. On pourra prévendre, là aussi avec le lien des objets connectés, un certain nombre de choses et voir l'évolution des cultures et pouvoir préétablir, pas forcément des prix, mais des prévisions de prix. Donc on pourra établir tout ça avec le lien entre l'IoT et la blockchain. Là, je vous ai mis des choses qui existent déjà. Connected Food, évidemment. Un autre qui est dans le même, un peu dans le même registre, qui est Walmart,
qui est chinois. Les Chinois sont très friands de ça. Pourquoi? La mélamine, ça vous dit sûrement quelque chose, quelques scandales comme ça. J'ai fait quelques voyages en Chine il y a 2 ans. J'avais une interprète qui était une jeune maman. Son bébé avait 3 mois. Elle mettait un tiers de son salaire dans le lait pour son bébé, pour avoir du lait français, parce qu'elle n'avait pas confiance dans le lait de chez elle. Ça vous donne d'une part la confiance qu'ils ont en nous et le devoir qu'on a avec des systèmes comme ça de sécuriser les produits qu'on envoie là-bas. AgriLedger, c'est un système mis en place en Afrique beaucoup, dans d'autres pays aussi, en Afrique beaucoup, pour permettre, à partir de portables, de certifier des échanges entre agriculteurs et grossistes, en achat et en vente, essentiellement dans le but de limiter, je préfère la parler de limiter que de supprimer la corruption dans ces pays-là, qui est quand même la gangrène majeure qui les empêche d'évoluer. FarmChar, c'est aux États-Unis, c'est quelque chose qui se met en place, qui est imaginé un petit peu une AMAP à grande échelle, qui lie des producteurs et des consommateurs, qui permet aux consommateurs d'interagir avec les producteurs pour savoir ce qu'ils vont vouloir consommer, savoir ce qu'ils veulent mettre en œuvre. C'est naissant. Je pense qu'il y a un certain espoir à avoir là-dessus. Je vais vous donner la source que j'ai pour ça, vous allez voir. C'est Blockchain Project, qui est anciennement Blockchain France, qui vient de faire tout un dossier sur les usages de la blockchain en agriculture et dans l'alimentation, qui a sorti FarmShare. J'avoue, je ne les connaissais pas, les autres je les connaissais, mais ceux-là je ne les connaissais pas. C'est eux qui ont fait ça. Alors, c'est une nouvelle agriculture qui est, j'en arrive à la conclusion, qui est à construire. C'est un challenge qui est à réussir ensemble. Alors, pour y arriver, il faudra être créatif, mais je pense que vous en avez vu des créatifs depuis ce matin. Être solidaire, être entrepreneur, ça, je vous l'avais vu depuis ce matin. Préférer la créativité aux procédures. On est dans un pays où on meurt sous les procédures et les réglementations. Je pense qu'il faut qu'on revienne, et c'est là l'intérêt de journées comme ça aussi, de montrer toute cette intelligence, montrer toute la créativité qui est possible, qui va pouvoir suppléer au carcan dans lequel on s'est mis depuis quelques années et choisir le pragmatisme plutôt que le finalisme, parce qu'effectivement, il faut être lucide de ce qu'on veut faire. J'y vais rapidement, elles n'ont pas trop d'intérêt aujourd'hui, celles-là, mais quand même, la société fondée sur des hiérarchies a définitivement vécu. On va vers des réseaux collaboratifs maillés et on ira avec ces outils-là et la blockchain y jouera un rôle. Ça, c'est pour vous donner ce que ça donne. La société pyramidale fondée sur les hiérarchies, bon, elle en est rendue là, donc il n'y a plus grand-chose à faire pour la supprimer. Je pense qu'elle est en train de se supprimer tout seul. Vive les étourneaux, bienvenue chez les barbares bienveillants, vous la connaissez cette photo. Ça c'est un grand réseau collaboratif. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir des vols d'étourneaux. Un vol d'étourneaux, c'est simplement magnifique. Nous, paysans, ça nous ennuie un petit peu dans nos champs et puis dans nos fermes l'hiver sur les silos. Mais c'est magnifique un vol d'étourneaux, comment ça évolue. Est-ce que vous avez déjà vu des collisions d'étourneaux? Jamais. Vous avez vu un chef dans les étourneaux? Non, moi non plus. Et pourtant, ça fonctionne. Donc le monde dans lequel on rentre, c'est celui-là. C'est pour ça qu'il va falloir sortir de bocal. Faisons attention de ne pas tomber à côté, mais il faut en sortir. L'eau est polluée dans le premier, de toute façon, il faut partir. Passer en mode créatif. Mobiliser l'intelligence collective. Je vois Aurélie là-bas, ça lui fait. Je ne l'ai pas mis que pour te faire plaisir, mais elle vous l'a dit tout à l'heure, elle le défend. On l'a défendu un petit peu ensemble, vous allez voir encore tout à l'heure, je vais y venir. Créer des coalitions de parties prenantes, c'est là, moi paysan, je dis venez travailler avec nous, venez le faire. Le digital va, à travers tout ça, réinventer une nouvelle agriculture, en faire ce qui sera, je pense, un des fers de lance de l'économie du XXIe siècle. Je pense que j'adore toujours, dans toutes mes présentations, mettre cette photo. Elle a une puissance énorme de tradition et de modernisme avec ce berger Peul. Et c'est une réalité qu'elle dans une main son jeune enfant et dans l'autre le smartphone. Ce sera ça, l'agriculture de demain. La bienveillance environnementale fera de l'agriculture le poumon de la terre. Je pense que c'est essentiel. Mais pour ça, il ne faut pas jeter la proie pour l'ombre. Consommer local, c'est une nécessité. C'est un devoir citoyen.
pas produire local, consommer local. Mais par contre, il faut agir local, il faut agir global. Il faut agir pour l'ensemble. Je vous ai parlé qu'il y a des populations à nourrir partout dans le monde, mais il y a aussi une problématique qui est mondiale, je vous l'ai montré au départ. Alors pour y arriver, ben, il y a encore du boulot. Toutes les idées stupides n'ont pas encore été essayées, il y en a encore. Il y a encore du travail à faire. Pour ça, je vous encourage à venir participer au concours qu'on organise. Là, pas au sein de la ferme digitale, au sein des chambres d'agriculture, quelque chose qu'on a initié avec Aurélie, à Green Startup. C'est simplement le modèle des Startup Weekend adapté aux besoins de l'agriculture. Des gens qui ont des projets, des idées. Certaines des startups qui sont en dessous, et ça me fait énormément plaisir, sont nées chez nous. Sont nés là, en montant tout à l'heure, et c'est pas sans émotion de les voir, d'arrêter partout et les voir nous remercier. Je suis sûr que tu as vécu la même chose, Aurélie. Et c'est une vraie fierté pour nous d'avoir eu ça et d'avoir vécu ça. On veut en faire d'autres. Le prochain sera chez nous en Vendée au mois de novembre, du 21 au 24 novembre. Je vais revenir juste après. Il y en aura un autre au mois de janvier à Angers à l'occasion du Cival et un autre au Salon de l'Agriculture l'an prochain. Tous les ans, on en fait un à Paris au Salon de l'Agriculture. Venez de plus en plus nombreux. On a besoin de vos compétences pour le faire. Un autre événement qu'on est en train de créer en fin d'année chez nous en Vendée, et je voulais conclure par ça, la ferme digitale m'a donné l'occasion de le faire. J'ai la volonté de créer le premier réseau, le premier projet de responsabilité sociale des entreprises territoriales porté par des agriculteurs. Et en y associant toutes les forces vives de mon petit territoire vendéen. En faisant quoi? En liant le manger local à des actions environnementales, considérant que quand on mange local, on ne contribue pas à détruire ce qu'est le poumon de la terre, ce qu'est la forêt équatoriale. Et non seulement on ne va pas contribuer à la détruire, mais on va contribuer à la réhabiliter. Et avec l'aide des entreprises de notre département, entreprises pas uniquement agricoles, on va, pendant toute une semaine, tous les repas qui seront pris en restauration collective, tous les repas qui seront pris dans des restaurants partenaires, tous les paniers qui seront achetés dans des magasins partenaires, issus à 80% de la production locale, généreront 1 euro qui ira planter un arbre dans les mangroves de Casamance au Sénégal. Et tous les soirs, les arbres qu'on a reproduits dans la journée, on les projettera par l'œuvre interactive de Nazia Medzaoui sur les murs de l'hôtel du département. L'œuvre de Nazia, c'est, pour ceux qui ont pu le voir à Paris fin 2015, c'était One Earth, One Tree, qui permettait d'acheter des arbres sur vos smartphones à partir du battement de votre cœur et de mettre votre prénom ou un slogan. Et tous les soirs, les arbres étaient projetés sur la Tour Eiffel. C'est ce qu'on va reproduire. Dans le même temps, et je vous y invite, on va faire une autre manifestation comme celle qu'il y a ici, qu'on appelle Agri Startup Summit, qui sera une caravane qui part de start-up qui démarrera à Paris, start-up venant du monde entier, qui passera au Mans pour voir la French Tech Mobility et le centre de recherche de Class Tractor, Class, entreprise allemande, qui a mis son centre de recherche sur la motorisation en France, pour venir après à Angers pour voir le pôle de compétitivité mondiale du végétal et tout ce qui tourne autour, pour finir le premier soir à Nantes, dans le quartier de la créativité, pour échanger avec des startups nantaises, qu'elles soient agri ou pas agri, pour venir le lendemain en Vendée, dans un premier temps pour voir Smart Grid Vendée, qui est plus qu'un projet, mais un use case de Smart Grid à l'échelle d'un territoire, où on met en lien la production énergétique renouvelable, à partir d'éoliennes, à partir de photovoltaïque, un petit peu de méthanisation, et la consommation. On peut réguler, les deux sont aléatoires. L'objet, c'est d'aplanir ce qui est aléatoire en régulant la consommation et la production pour essayer de les faire s'aligner. Donc on montrera ça pour venir après au salon Tech Élevage, qui est le salon que j'ai créé il y a 4 ans en Vendée, où on a initié avec Aurélie ce concours à Green Startup. Pour le lendemain, avoir un concours de pitch international des startups venant du monde entier, et puis des rendez-vous B2B des workshops, de façon à continuer à construire ensemble cette agriculture de demain. Je ne sais pas si Paolin monte il n'est pas là, dans 5 minutes pour qu'on conclue. Mais pour ma part, je vous remercie.